on a le plaisir d'accueillir Florence Zell avec nous. Alors, elle est co-organisatrice de ce séminaire et en fait, on travaille beaucoup avec Florence, qui est professeure à l'Université de Lorraine, qui a un parcours assez atypique, qui est passé par le privé, qui est passé par les États-Unis avant de passer l'agrégation, et qui est véritablement une de nos meilleures spécialistes sur ces questions de blockchain, intelligence artificielle, et depuis longtemps, elle a organisé des colloques. Je pense à un colloque notamment au Sénat avec l'Université de Chicago. Et donc, on est très content de la recevoir ce soir pour qu'elle parle. Je crois qu'elle veut parler plutôt de la blockchain, qui est une question dont on ne parle pas beaucoup finalement, dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup, et c'est un des avantages de ce séminaire, c'est que finalement, on a tendance à se centrer sur l'intelligence artificielle. C'est le mot qui plaît, qui est porteur en ce moment. Et on voyait dans une séance précédente l'opposition entre le numérique, la dimension logique, proprement logique, et puis la dimension de l'intelligence artificielle. Eh bien, là, ce soir, on va parler de la blockchain d'un point de vue juridique, et Dieu sait si ça pose des difficultés. Et plus exactement, d'ailleurs, c'est pas que ça pose des difficultés, mais c'est ça renouvelle la question des rapports entre droit et mathématiques et droit et numérique. Voilà, donc merci beaucoup Florence d'avoir accepté de faire la présentation ce soir. Avant de te donner la parole, notre dernière séance aura lieu le 6 juin. Et le 6 juin, on va accueillir 5 doctorants qui vont venir présenter soit leur thèse, leurs travaux, soit leur thèse en cours, soit leurs thèses qui ont déjà été soutenues, et qui vont nous parler des difficultés, alors qui portent toutes sur les rapports entre le droit et le numérique, divers aspects. Il y a vraiment des titres qui sont très très suggestifs, et on est impatient de savoir exactement ce qu'il y a dessous. Et l'idée, c'est ils viennent de un peu partout en France, et même une du Canada, mais qui fait une co-tutelle avec l'université française. Et l'idée est de voir bonjour. Et de voir comment ces thésards et ces juristes prennent la question des rapports entre droit et numérique, et quelles questions ils se posent. Bon, c'est une manière d'être en lien avec une recherche très très bouillonnante. Et je vous indique aussi, comme il y a pas mal de gens qui partent avant la fin, parce qu'ils ont je le dis tout de suite, notre séminaire reprendra le 10 octobre. On est en train de préparer ce sera toujours le jeudi, et ici, à partir de 18h à 19h45. C'est Primavera de Philippi qui devrait être la première à parler. D'accord, très bien. Voilà. La blockchain encore. Elle va continuer, elle va parler peut-être même de l'autonomie, enfin je ne sais pas. Là, je te laisse au pupitre pour pouvoir voir le PowerPoint. Alors oui, je voulais commencer par une référence qui est finalement relativement ancienne, puisqu'on a l'impression que la blockchain est quelque chose de très récent. Mais dès 1992 est sorti un texte qui est toujours relativement célèbre, qui s'appelle le Manifeste crypto-anarchiste, qui a été écrit par Timothy May, qui était un spécialiste de cryptographie. Et May prédisait dans ce manifeste qu'il serait bientôt possible pour les individus, pour les sociétés, pour les associations, de communiquer, d'interagir en ligne de manière entièrement anonyme grâce aux techniques cryptographiques. Et bien évidemment, comme nous étions face à des anarchistes, eh bien, tout cela était vu du meilleur œil et devait, à leurs yeux, modifier la nature de l'intervention étatique, modifier la nature des échanges économiques, des échanges d'informations. Et dès cette époque, les intéressés comparent cette évolution au changement qui a été apporté par l'invention de l'imprimerie.
Mais leur principale préoccupation, c'était quand même de dire que la cryptographie allait permettre aux gens de vivre, de communiquer, d'échanger, sans être surveillés, contrôlés, taxés par l'État. Alors, des années plus tard, cette idée est toujours là et elle ressurgit juste après la crise financière de 2008, au sujet de laquelle on accuse les banques centrales, mais aussi les États, d'être à l'origine d'une situation absolument catastrophique. Et on dit souvent que c'est cette circonstance qui a conduit à la création de la première plateforme blockchain qui s'appelle la plateforme Bitcoin. Alors, j'ignorais dans quelle mesure j'avais besoin de faire peut-être un rappel sur ce qu'est la plateforme Bitcoin, la blockchain, etc. Alors, j'ai repris cette couverture très célèbre de The Economist, The Trust Machine. L'idée principale, c'est de dire qu'on va pouvoir avoir des plateformes, des réseaux qui ne sont pas administrés par un tiers de confiance qui est responsable, qui garantit le bon fonctionnement de la plateforme. Autrement dit, on va pouvoir mettre en place des plateformes qui sont décentralisées, qui ne sont, autrement dit, gérées par personne en propre, mais qui, quand même, sont susceptibles de créer de la confiance parce qu'elles sont extrêmement sécurisées. Et ça, on va le faire grâce à la cryptographie et grâce à la décentralisation, puisqu'on va créer, et c'est le cas de la plateforme Bitcoin, une sorte de grand registre qui va être répliqué sur, et voilà, globalement, le troisième schéma, un grand registre qui va être intégralement répliqué dans un certain nombre de nœuds, de nœuds du réseau. Ça veut dire globalement que ce registre, on ne peut pas le falsifier, parce que si on le falsifie en un point, eh bien, il est toujours répliqué dans les autres points, et donc pour pouvoir le falsifier, il faudrait pouvoir s'attaquer à tous les nœuds du réseau. Globalement, et je dis ça, c'est très sommaire, c'est une explication très sommaire, mais globalement, c'est ce qui explique la très grande sécurité de la blockchain. C'est un registre qu'on appelle un registre distribué, et c'est ce caractère distribué qui en fait la sécurité. L'autre caractéristique, c'est que ce grand registre, cette grande plateforme, elle n'est en soi administrée par personne en particulier. Il y a un code de départ, un algorithme qui est programmé pour fonctionner d'une certaine façon, mais les mises à jour du registre, qui nous dit que A détient 10 bitcoins, B détient 20 bitcoins et C 30 bitcoins, les mises à jour du registre, elles se font de manière automatisée, sans que ce soit une autorité donnée qui donne le là, comme c'est le cas, je ne sais pas moi, pour votre banque, vous avez un certain nombre de sommes qui figurent sur des comptes, et c'est votre banque qui est chargée de vérifier que tout ça est bien exact et qui vous le garantit. Que, bien évidemment, ce qui figure sur votre compte correspond bien à vos avoirs et à ce que vous possédez effectivement. Alors, bien évidemment, il faut, pour pouvoir avoir un système qui est sûr, eh bien, il faut avoir en place un mécanisme qui met en œuvre plusieurs types d'intervenants qui vont être chargés de valider les transactions et de mettre à jour le registre. Imaginons que A envoie 20 bitcoins vers B. Il va falloir qu'on s'assure que A, il est bien propriétaire des 10 bitcoins, que B les a bien reçus, que tout est valide. Et les personnes qui vont se charger de le vérifier, c'est ce que l'on appelle les mineurs. Et d'ailleurs, le schéma n'est pas complètement satisfaisant parce qu'il nous parle des nœuds, mais c'est d'abord ces intervenants que sont les mineurs qui vont regarder si tout cela est tout à fait valide et qui vont, en se livrant à toutes sortes de calculs cryptographiques extrêmement complexes, valider la transaction. Alors la transaction, on ne la valide pas seule, on valide 3-4 transactions en même temps, de manière à quand même avoir une certaine économie. Voilà comment ça fonctionne. On a des blocs de 3-4 transactions qui vont toutes être validées ensemble.
Et à partir du moment où ces fameux calculs cryptographiques seront effectués, hein, vous allez, dès que la transaction est passée, c'est-à-dire les 10 bitcoins vont de A vers B, vous avez des mineurs qui sont avertis que cette transaction ait lieu, et ils vont commencer tous à faire ces calculs cryptographiques pour être les premiers à valider la transaction. Et pour finir, le premier qui a fini ces calculs est celui qui les valide et est celui qui est rémunéré en bitcoin parce qu'il a validé la transaction. Donc, c'est une activité qui est relativement lucrative, en tout cas quand le bitcoin est à un cours qui est relativement élevé, c'est une activité qui est très lucrative, donc il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces activités de minage. Alors une fois que le bloc est validé par un mineur, eh bien, les différents nœuds du réseau, hein, dont on a dit qu'ils ont tous une copie du registre, eh bien, ils vont être chargés chacun de faire la mise à jour. Et donc de dire, ben, il y a moins 10 bitcoins dans le compte de A et plus 10 bitcoins dans le compte de B. Et donc ils vont regarder le travail du mineur et ils vont effectivement dire très bien, et les uns après les autres, ils vont mettre à jour le registre, et dès que on aura plus de la moitié des nœuds qui auront mis à jour le registre, ça sera bon, hein, c'est ce qu'on appelle le consensus, c'est-à-dire que on est à peu près tous d'accord pour dire que ben, y a moins 10 bitcoins chez A et plus 10 bitcoins chez B. Et donc, à partir de là, eh bien, les choses sont réglées. Alors, c'est un système dont on voit qu'il fait intervenir des gens qui fonctionnent en réseau. Personne n'est supposé l'emporter sur l'autre. Hein. Vous avez plusieurs mineurs qui essayent de valider la transaction. C'est le premier qui finit les calculs qui l'emporte et qui est rémunéré. Et puis derrière, ce sont les nœuds qui sont chargés de faire les mises à jour. Autrement dit, on n'a pas un administrateur du réseau. On n'a pas une personne qui engage sa responsabilité si finalement il y a une erreur et si les 10 bitcoins sont partis chez C au lieu d'aller chez B, par exemple. Alors pourquoi tout ça? Parce que, comme vous le savez sans doute, ces calculs cryptographiques, ils consomment beaucoup de puissance de calcul, donc beaucoup d'électricité, et on a souvent mis en avant les difficultés posées par la blockchain Bitcoin en matière d'environnement. Mais pourquoi ce coût? Eh bien tout simplement parce qu'on ne veut plus avoir des banques, des États, des gens qu'on appelle les tiers de confiance, qui justement centralise la tenue des registres, centralise les transactions. Et quand cette personne qui s'appelle Satoshi Nakamoto, hein, qui n'existe pas, aujourd'hui on pense que c'est un groupe de personnes, c'est pas un seul individu, mais enfin personne n'a jamais su qui c'était, lorsqu'il lance la plateforme Bitcoin, lui ce qu'il se dit c'est qu'il va permettre aux gens d'envoyer des fonds sans aucun contrôle de Jakarta à Vancouver. Et de fait, aujourd'hui, vous pouvez acheter 10 bitcoins à Jakarta, vous envoyez vos 10 bitcoins à quelqu'un qui est à Vancouver, qui les reconvertit le cas échéant en dollars canadiens, et le transfert de fonds qui est passé par la plateforme Bitcoin, il n'est contrôlé par personne. C'est-à-dire que tant qu'on reste sur la plateforme Bitcoin, il n'y a pas d'État, d'autorité, quelle qu'elle soit, qui est chargée, en tout cas, de faire de réaliser la transaction. Alors, comme vous le savez probablement, les premières années de la plateforme Bitcoin, elles ont été marquées par son attrait pour les bandits de tout poil. La plateforme, le Bitcoin est beaucoup utilisé dans ce qu'on appelle le dark web. Là, il y a notamment eu cette affaire de la plateforme Silk Road, hein, qui a été fermée par le FBI en 2013, qui était globalement une plateforme du dark web où on pouvait trouver à peu près tout ce qu'on peut imaginer comme armes et comme drogue, et tout s'acheter en Bitcoin. C'est vrai que le Bitcoin a acquis une réputation un peu sulfureuse pour cette raison, et effectivement, le Bitcoin a très vite été un outil de blanchiment, enfin, de toutes sortes d'activités illicites pour des raisons qui sautent aux yeux. Alors, le Bitcoin n'est plus la seule crypto-monnaie aujourd'hui en place. Il y en a environ, je dirais qu'aujourd'hui, il doit y en avoir environ 2000 des crypto-monnaies sur des plateformes qui fonctionnent.
avec des systèmes qui varient parfois, parce que ce système de preuve de travail qui fait intervenir des mineurs, qui est très coûteux en énergie, eh bien parfois on l'abandonne, enfin on lui privilégie d'autres systèmes, ce qu'on appelle le proof of stake, notamment la preuve d'enjeu, c'est-à-dire qu'on vous fait confiance pour la validation de la transaction dès lors que vous détenez un certain nombre de tokens, de jetons, de crypto-monnaies. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de controverses sur ce qu'on appelle la preuve d'enjeu en termes de fiabilité. Donc là, on rentre dans des discussions qui sont très techniques. Pour l'instant, ce qu'on trouve le plus sûr, c'est ce système de calcul cryptographique qu'on appelle la preuve de travail, qui est en place sur la plateforme Bitcoin. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, donc, on a la plateforme Bitcoin, on a une autre plateforme qui est aujourd'hui très très développée, qui est la plateforme Ethereum, qui a été lancée en 2014, enfin, la levée de fonds a eu lieu en 2014, qui est une plateforme peut-être un peu plus sophistiquée parce que son concepteur, qui est un russo-canadien qui s'appelle Vitalik Buterin, son concepteur a décidé qu'il fallait pouvoir, sur cette plateforme, non seulement transférer des jetons, mais que l'on devait aussi pouvoir développer des programmes informatiques qu'on appelle des smart contracts, c'est-à-dire des programmes informatiques finalement relativement simples, qui fonctionnent sur des commandes de type si alors, par exemple, je sais pas moi, si la température tombe en dessous de 0, alors 10 bitcoins sont envoyés à B. Voilà. Donc vous pouvez avoir un petit programme. C'est des programmes assez basiques, mais qui sont développés sur des blockchains et donc qui sont dont le code en général est en open source et dupliqué sur les nœuds du réseau. Donc tout le monde peut voir le code, etc. Et là encore, on dit que ça accroît la sécurité du programme. Et donc, c'est ce qu'on a la possibilité de développer sur la plateforme Ethereum et ça ouvre la voie à beaucoup de possibilités parce qu'on peut automatiser un certain nombre de transactions avec des commandes si alors on peut quand même en les enchaînant et en les combinant arriver à des transactions qui sont relativement complexes. L'assureur AXA a créé un système d'assurance contre les retards d'avion qui est basé sur un smart contract Ethereum, c'est-à-dire que officiellement, enfin le principe, c'est pas simple à mettre en place aujourd'hui, mais c'est que vous êtes assuré contre les retards d'avion, votre avion a 2 heures de retard, au moment où il se pose sur la piste avec ces 2 heures de retard, eh bien l'heure d'arrivée est entrée dans la plateforme, et là, le logiciel calcule ce à quoi vous avez droit comme indemnité et automatiquement, sans que personne ne s'en mêle, il crédite votre compte bancaire avec la somme d'indemnité à laquelle vous avez droit. Donc la publicité vous dit qu'entre le moment où votre avion a atterri et le moment où vous avez récupéré votre bagage, eh bien, votre compte bancaire a déjà été crédité du montant auquel vous avez droit. Alors c'est plus compliqué que ça à mettre en place aujourd'hui parce que nos comptes bancaires ne sont pas reliés au blockchain, enfin c'est pas si simple. Enfin, le principe c'est celui-là. Alors tout ça fonctionne très bien, mais ça crée quand même beaucoup de difficultés d'un point de vue juridique. Alors, d'abord, revenir au point de départ, nous sommes face à une technologie, en tout cas dès lors qu'on est face à des plateformes du type de la plateforme Bitcoin vraiment décentralisée, ce qui est quand même l'intérêt de la blockchain. Sinon, si on est dans des plateformes centralisées, autant rester sur des technologies qu'on connaît déjà. Mais l'intérêt de la blockchain, c'est cette fameuse décentralisation, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de tiers de confiance, on est en communauté et on fonctionne par consensus. Et donc, comme l'idée de départ, c'est de dire qu'on contourne toutes les autorités établies, à commencer par les États, eh bien, les partisans de cette technologie vous diront c'est un ordre, la blockchain est un ordre sans droit. Je l'ai entendu plusieurs fois. La blockchain, c'est quelque chose à part. Il n'y a pas lieu d'avoir une quelconque réglementation qui s'appliquerait sur une plateforme blockchain. Et s'il doit y avoir une loi, c'est celle du code. C'est celle du code informatique, c'est celle de l'algorithme qui permet à la plateforme de fonctionner. Et tout ça serait finalement pour le mieux, parce qu'après tout, dans les institutions humaines, il y a énormément de défauts, l'arbitraire, la corruption, les erreurs.
Donc on est ici face à un code informatique qui finalement va permettre de régler des difficultés qui se présentent aux collectivités humaines depuis la nuit des temps et qui relèvent de la coordination, de la coopération. Autrement dit, comment dire, on pourrait ici changer de société finalement grâce à ces plateformes blockchain. Tous ceux qui sont un peu idéalistes vis-à-vis de cette technologie vous diront bien ça y est, on en a fini avec les contrôleurs, les intermédiaires. Et finalement, d'ailleurs, on peut en revenir désormais à ce qui a été l'idéal originel de l'Internet, avant l'apparition des grandes plateformes centralisées, avant l'apparition des GAFA, c'est-à-dire une architecture distribuée et finalement plus démocratique, et qui permet d'éliminer l'arbitraire, la corruption, l'incohérence. Alors, ce serait si simple, et on peut aller dans ce sens-là, mais la plateforme blockchain, elle n'est pas complètement anarchique, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'elle est quand même organisée. Et il y a des modes de gouvernance, on vient déjà de décrire comment les blocs sont ajoutés les uns derrière les autres, il y a des règles très précises, et donc, par hypothèse, il y a des jeux de pouvoir sur cette plateforme. Et donc, c'est là que se pose vraiment la question de la gouvernance, alors sur laquelle se sont beaucoup concentrés jusqu'à présent ceux qui sont partisans de cette technologie, en se disant, voilà, la viabilité de la technologie, elle passe par une réflexion de fond sur la gouvernance, c'est-à-dire qui va poser les règles, qui va écrire le code initial, qui va faire évoluer ces règles, puisqu'après tout, on est dans des systèmes techniques, mais aussi sociaux, sur des blockchains. Donc il faut quand même avoir les idées claires sur ces processus de gouvernance. Alors, pour l'instant, justement, dans les blockchains existantes, il se passe quand même des choses dont on peut se demander si on est si démocratique que ça. Sur le Bitcoin, par exemple, il y a un code source qui a été développé dès l'origine en open source par le fameux Satoshi Nakamoto, mais il y a en permanence des discussions pour faire des améliorations, pour améliorer le code, mais il n'y a qu'une toute petite frange de personnes qui ont le mot de passe pour modifier le logiciel. Les core developers, tout ça fonctionne de manière... c'est de la cooptation. C'est un tutu personné, c'est de la cooptation. Alors on peut toujours proposer des améliorations. C'est sûr que si elles récoltent sur le réseau les suffrages, si elles sont convaincantes, il y a quand même des chances pour qu'elles soient implémentées. Mais on vous dira quand même, il y a un souci parce que tout le monde n'a pas accès au code. Et tout le monde n'est pas en mesure de modifier. Alors sur Ethereum, il y a aussi beaucoup de contestations quant au poids très important de la fondation Ethereum, qui est en charge du suivi et des changements du code. Alors il y a des votes, par exemple il y a eu des votes sur la taille des blocs, on s'est posé la question de savoir s'il fallait augmenter ou baisser la taille des blocs, etc. Bon, mais on vous dira, bon, mais tout ça n'est quand même pas si problématique parce que lorsque sur une blockchain vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours faire sécession. C'est ce qu'on appelle le fork, le fait de partir, soit de décider qu'on n'accepte pas une modification, soit de décider d'une modification. Et donc ça arrive, c'est arrivé sur la blockchain Bitcoin, c'est arrivé sur la blockchain Ethereum, c'est-à-dire des nœuds qui ont dit, écoutez, nous, on fonctionne avec l'ancien code. Et on n'accepte pas la modification du code. Alors, là encore, qui va décider du fork? Les différents acteurs. Alors, effectivement, on va vous dire, oui, là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez.
Et si d'ailleurs vous n'êtes pas d'accord, par exemple, avec une évolution qui a eu lieu sur Ethereum, bah vous vendez vos jetons Ethereum, puis vous allez sur une autre blockchain, par exemple. Alors, oui, là, c'est quelque chose que j'ai... voilà. Alors, pour vous donner un petit exemple des réflexions qu'il y a sur cette histoire de gouvernance, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans un écrit qui est posté sur Medium. Hein. Sur Medium, vous trouvez beaucoup de réflexions sur la technologie blockchain. Et donc, quelqu'un qui a présenté le fonctionnement de la plateforme Bitcoin en utilisant le référentiel de la Constitution des États-Unis. Donc, il voit les mineurs comme les juges, hein, les membres du judiciary. Les développeurs qui composent le code, ils seraient plutôt du côté du législateur. Hein. Les nœuds seraient dotés du pouvoir exécutif. C'est pas invraisemblable, ça choque certains. Enfin, bon, mais c'est très intéressant parce que on voit ressurgir à l'occasion de ces questions de gouvernance des blockchains, eh bien, d'authentiques questions de philosophie politique. Et alors ça part dans tous les sens. Hein, quand on regarde les posts sur Medium, voilà, tout le monde s'y prête. Avec des vraies questions d'ailleurs, des vraies questions de fond, sur le point de savoir d'ailleurs si les décisions qui concernent la plateforme, elles doivent être prises on-chain, c'est-à-dire en ligne, hein, enfin, sur la plateforme, ou s'il doit y avoir des choses qui viennent dehors de la plateforme, hein, comme c'est le cas sur Bitcoin par exemple, où il y a quand même beaucoup d'échanges sur d'éventuelles améliorations, etc. Alors, oui, ça c'est le problème je passerai très vite dessus, mais c'est question de ce qu'on appelle les attaques à 51%. Hein. Les mineurs sont très puissants puisqu'ils sont en charge de valider les transactions. Et si vous avez quelqu'un qui contrôle plus de 51% de la puissance de calcul, à ce moment-là, cette personne contrôle l'ajout des nouveaux blocs et peut falsifier des transactions. Donc ça, c'est une question assez récurrente en la matière. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui réfléchissent. Par exemple, Tezos, hein, on vous dit, ben voilà, on va faire voter les gens sur le réseau pour d'éventuels changements. Hein, et c'est les utilisateurs qui doivent avoir le pouvoir, ici. Donc, s'il y a un changement qui est proposé, il y a un vote. S'il y a un premier vote positif, on met en place et on teste. S'il y a un vote de confirmation et que le changement est vraiment approuvé, eh bien à ce moment-là, on le garde. Voilà, celui-là aussi, Definity, est aussi un autre exemple. Donc on a toutes sortes d'exemples de gouvernance. Pour beaucoup, on pourrait s'arrêter là. Après tout, s'il y a des règles, comme je vous l'ai dit, c'est celle du code, ce sont ces règles sur les votes, la possibilité d'améliorer le code qui serait surtout intéressante, et finalement, les réglementations nationales, tout ça est finalement un sujet très extérieur qui ne préoccupe nos amis partisans de la blockchain finalement de manière peut-être secondaire. Pourtant, pour nous autres juristes, quand on nous explique que la blockchain est un ordre sans droit, ça nous fait quand même sursauter. Les États ont quand même vocation à s'assurer que les transactions qui se déroulent sur leur sol ou qui concernent leurs ressortissants se font de manière licite, qu'on n'est pas en train de vendre des armes ou des drogues dures hors de tout contrôle. Et donc l'intervention étatique, elle est inévitable. Elle est inévitable. Alors, là où on a une difficulté, hein, admettons que on joue le jeu et qu'on se dise, ben voilà, les droits nationaux ont vocation à s'appliquer ici, on va avoir sur ce type de plateforme de très grandes difficultés à déterminer le droit applicable. Pour une raison simple, c'est que ce sont des plateformes sans serveur. Donc, on a des nœuds. Alors, parfois, j'ai entendu certains juristes dire, on va se baser sur les nœuds. On va regarder où sont les nœuds.
et on choisira la loi du pays où il y a le plus de nœuds. C'est-à-dire que si on a beaucoup de nœuds qui sont situés, par exemple, aux États-Unis, eh bien, c'est le droit des États-Unis qu'on va appliquer à l'ensemble de la plateforme. Alors, c'est quand même une idée qui va totalement à l'encontre de la logique de décentralisation. Tous les nœuds, ils ont une réplique du registre, et c'est quand même une posture qui est une position qui est très contestée. Alors après, on peut dire, on n'a qu'à se référer aux utilisateurs. Qui sont les personnes qui administrent la plateforme, qui sont les core developers, où sont-ils, etc. Alors on pourrait partir par là. Le problème, c'est que sur nos fameuses blockchains, la règle, c'est quand même d'abord et avant tout celle de l'anonymat. Et oui, parce que on a une adresse publique qui ressemble, qui est une suite de lettres et de chiffres qui ressemble un peu au code que l'on nous donne quand on a des livebox là, quand on installe nos livebox pour avoir du Wi-Fi, on a des codes, voilà. Ça ressemble un peu à ça. Donc on a une adresse publique. Derrière, personne sait qui on est. Personne sait qui on est et on peut rester comme ça. Alors, c'est à relativiser pour deux raisons. D'une part parce que aujourd'hui, on dit mais comme sur la blockchain, tout est transparent puisque les registres sont tenus partout, etc. et qu'on voit tout ce que fait quelqu'un, on peut quand même voir, tiens, cette adresse publique-là, voilà, telle autre transaction, et par recoupement, on peut finir par se dire, ah oui, non mais derrière cette adresse, c'est telle personne qui est là. Donc, la réidentification, elle est possible et dans certains cas relativement aisée à faire. Et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de fournisseurs de services sur différentes blockchains, notamment sur Ethereum, qui exigent, toutes les politiques qu'on appelle de KYC, de Know Your Customer, qui exigent que vous divulguiez votre identité. Donc on vous retrouve quand même. Donc c'est un anonymat relatif, c'est plutôt un pseudonymat, mais tout de même, ça ne simplifie pas les choses pour déterminer le droit applicable. Et de fait, sur la plateforme Bitcoin, on ne sait pas à proprement parler ce qui doit être appliqué. Alors, comment faire ? Beaucoup ont pour réflexe de dire tout ça finalement doit se régler sur le terrain du contrat, c'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on a dit en expliquant les règles de gouvernance, c'est-à-dire que sur une certaine plateforme, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent, et du coup, ces règles ont une nature contractuelle, et en allant sur cette plateforme, en achetant les tokens, en décidant de réaliser un certain nombre de transactions sur cette plateforme, on accepte les règles de fonctionnement de la plateforme, qui seraient globalement des terms of service. Alors oui, finalement, c'est assez commode. La seule chose, c'est que chez nous, a priori, on ne conçoit pas vraiment le contrat sans loi. Donc il faudrait quand même arriver à un moment donné à dire, OK, pour avoir des règles contractuelles sur la plateforme, il faut quand même que tout ça se place sous l'égide d'un droit étatique. Alors, on parle aussi beaucoup de principes internationaux. Par exemple, dire, voilà, on pourrait opter pour des principes internationaux qui comporteraient, je ne sais pas moi, une information du consommateur, un certain nombre de principes pour lesquels telle ou telle plateforme pourrait opter en disant, voilà, on vous propose, on applique les principes X, Y, Z. Mais là encore, difficile de voir ça sans rattacher tout cela à la loi d'un État. Alors, dans les faits, ce qui se passe, c'est que quand même, vous avez un certain nombre de services qui sont développés sur la plateforme, notamment sur Ethereum, qui choisissent, qui vous annoncent que voilà, ils sont soumis au droit français, au droit américain, au droit anglais, etc. Voilà. Et donc, il me semble qu'ici, il y a quand même un enjeu qui consiste à dire maintenant qu'il faut que dans les droits nationaux, on puisse disposer d'un vivier de dispositions qui soient adaptées, et on y reviendra un peu plus tard, aux particularités de la blockchain. Mais avant de revenir là-dessus, je voudrais quand même dire un mot sur la question des juridictions
compétente, pour une raison simple, c'est que le problème de l'anonymat ou du pseudonymat, il se repose, à supposer qu'on admette que, par exemple, le droit anglais s'applique à tout ce qui se passe sur la plateforme. Si on a en face une simple adresse publique et qu'on ne connaît pas l'identité de la personne qui est derrière, comment savoir où et enfin, comment la signer, hein. Supposons qu'on a envoyé 10 Ethers à quelqu'un qui devait, je ne sais pas moi, transférer un bien ou renvoyer d'autres jetons en échange, etc., et que ça ne s'est pas produit. Comment saisir, où aller chercher le tribunal compétent, hein. On pourra reparler de ce qui s'est passé avec la DAO il y a quelques années. Ces questions-là se posaient comme d'autres. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que chez les personnes qui développent des plateformes blockchain et des services sur la blockchain, il y a beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est mode alternatif de résolution des litiges, beaucoup d'intérêt pour l'arbitrage, et de fait, on y trouve beaucoup les clauses compromissoires, hein, dans les terms of service d'un certain nombre de plateformes. Alors, pour différents motifs, hein, mais du coup, souvent, on renvoie à une institution arbitrale, etc. Mais certains disent, ben voilà, alors, au lieu de renvoyer à des droits étatiques, etc., on va pouvoir prévoir des clauses compromissoires qui renverront à ce qu'on appelle la lex informatica, ou ce qu'on a pu appeler la lex cryptographia, etc., des usages qui sont propres, hein, à ces environnements blockchain. Avec quand même des difficultés, parce que si on sort, hein, à ce moment-là du monde virtuel pour saisir une vraie juridiction arbitrale, après il faudra que la sentence arbitrale soit exécutée, hein, s'il faut qu'elle soit exécutée sur une plateforme blockchain, ça va être très compliqué, parce que tout est programmé. Comment faire exécuter une décision? Alors, ce que je voulais justement souligner, c'est que un certain nombre de plateformes actuelles se sont lancées dans cette affaire-là. Il y en a une qui s'appelle Kleros. Alors, elle qui propose de l'arbitrage en ligne, qui est un arbitrage qui garantit finalement l'exécution de la sentence arbitrale, parce qu'il y a un programme informatique, il y a un smart contract qui prévoit l'exécution automatique de la sentence. Donc, vous êtes condamné à payer 100 bitcoins de dommages et intérêts, pouf, c'est automatiquement exécuté. Mais on reste quand même sur une configuration qui est relativement classique, parce que vous allez décider d'aller faire appel à cette plateforme parce que vous avez un litige à régler. Ce qui est, je trouve, très très intéressant, c'est les tentatives pour proposer des solutions de règlement de litige en ligne sur les plateformes elles-mêmes. C'est-à-dire que vous évoluez sur une plateforme blockchain, vous avez une difficulté, vous avez un litige, et vous ne savez pas qui est véritablement l'autre partie, hein, chacun est masqué par son adresse publique, et la plateforme vous offre une possibilité de régler votre litige sur la plateforme elle-même. Alors, vous avez par exemple une plateforme qui s'appelle Open Bazaar. C'est une plateforme qui est dédiée à la vente de marchandises payées en bitcoins. Et vous avez ce qu'on appelle sur cette plateforme un notary, un notaire, qui, à la base, est chargé de vérifier que la transaction fonctionne très bien. C'est-à-dire que le notary va retenir les bitcoins sous séquestre et puis va les libérer une fois la prestation effectuée. Et ce notary, il est prévu dans la plateforme que ce notary, en cas de litige, il se transforme en arbitre. C'est un notaire d'un type tout à fait nouveau, très original. Il y a une autre plateforme qui s'appelle Aragon, qui, elle, alors, est assez... Alors, ils sont très intéressants, en tout cas, ils continuent à travailler sur la plateforme pour essayer de l'améliorer, qui a mis en place une véritable justice en ligne sur la plateforme blockchain. Alors, je m'explique. Alors, tout ça est un système assez, d'ailleurs, tout à fait intéressé, parce que vous êtes sur cette plateforme, vous avez un litige, et si vous décidez d'introduire un litige, vous allez verser une certaine somme, hein, verser une caution, en disant, voilà, je voudrais introduire un litige contre X. Et à partir du moment où vous versez cette caution en disant officiellement, j'introduis un litige, là, la plateforme, hein, l'algorithme,
va chercher à recruter de manière aléatoire des juges. Alors si vous voulez devenir juge, il faut que vous manifestiez votre souhait d'être candidat à devenir juge, là encore en versant une somme d'argent, une caution. Et donc parmi toutes les personnes qui se sont portées candidates pour devenir juge, eh bien, on va en sélectionner 5 de manière aléatoire. C'est la machine qui les sélectionne. Et ces juges vont regarder les éléments et les arguments présentés en ligne par les parties. Et ces juges, alors on ne sait pas très bien sur quelle base ces juges, entre guillemets, rendent leurs décisions. A priori, ce n'est pas vraiment en droit, on ne sait pas très très bien. Enfin, ils regardent les arguments et puis ils rendent une décision à la majorité. Alors, ce qui est assez intéressant dans ce système, c'est que si vous êtes un juge, donc vous avez déposé une caution, et donc si au final vous êtes du côté de la majorité, on vous rembourse votre caution. En revanche, si vous êtes du côté de la minorité, vous avez perdu l'argent. Alors, donc c'est un système tout à fait intéressé. Vous avez plutôt intérêt à être avec la majorité, mais bien évidemment, vous votez de manière aveugle. Vous ne savez pas quelle est la position des autres juges, entre guillemets. Alors, il y a une procédure d'appel qui est prévue avec une caution un peu plus importante, selon à peu près les mêmes modalités. Et ils ont même prévu ce qu'ils appellent la Cour suprême. Alors, vous avez un dernier recours possible devant une Cour suprême. Alors là, la caution est encore plus importante si vous voulez être juge de cette Cour suprême. Mais non seulement la caution est plus importante, mais les 9 juges, parce que bien évidemment il faut 9 juges pour la Cour suprême, donc les 9 juges, ils sont sélectionnés en fonction de la caution qu'ils ont déposée, mais aussi en fonction d'un système de réputation. Parce que les juges sont évalués, ils sont notés par les parties a posteriori. Et donc les 9 juges de la Cour suprême, ils sont sélectionnés parmi les juges les mieux notés. Et donc voilà, et une fois que toutes ces décisions sont rendues, elles sont appliquées sur la plateforme, mais on ignore d'un bout à l'autre quelles sont les règles appliquées par ces juges. Mais là encore, c'est un petit peu comme cette réflexion sur la Constitution américaine et la plateforme Bitcoin. Enfin, on a l'impression de voir, des tentatives pour créer, je sais pas, une sorte de nouvel ordre juridique, quelque chose d'un type nouveau, en intégrant différents types de logiques, en les combinant pour pouvoir, en l'occurrence ici, régler les conflits sur la plateforme blockchain. Alors ça, ce sont des cas extrêmes, mais il y a un très fort engouement pour ces systèmes. Et par exemple, les gens d'Aragon, ils continuent chaque semaine, chaque mois, à essayer d'améliorer leur système de règlement des conflits. Alors, on ne sait pas exactement jusqu'où tout cela peut aller, mais pour revenir alors de manière plus traditionnelle à l'hypothèse dans laquelle ce sont les droits nationaux qui s'appliquent et il y a quand même des juridictions compétentes qu'on arrive à déterminer, il est absolument incontestable que nos juridictions classiques, traditionnelles, elles vont être confrontées à des mécanismes qui sont très différents de ce que l'on a pu voir arriver jusqu'à présent. J'en ai sélectionné 2. C'est d'un côté ces fameux smart contracts, qui sont des programmes informatiques, pas vraiment des contrats, et de l'autre ce qu'on appelle les organisations autonomes décentralisées. Alors dites-moi si je dois m'interrompre, parce que je peux encore parler. Alors ces smart contracts, pour revenir un peu là-dessus, ce sont des choses qui sont... là encore, ça date du début des années 90, l'expression smart contract. C'était un informaticien qui s'appelle Nick Szabo. Nick Szabo, c'était un informaticien pur et dur, et quand il a commencé à travailler sur la cryptographie et ses programmes informatiques très basiques, le premier des exemples qui lui est venu à l'esprit, c'est la machine à café. C'est-à-dire, c'est un programme informatique, on peut difficilement faire plus simple, parce qu'il nous dit si la pièce est introduite dans la machine, alors le café est servi. C'est if, then. C'est très basique, mais pour quelqu'un comme Szabo, qui était informaticien, j'insiste, c'était quand même
très smart. Pourquoi c'était très smart? C'est parce que vous autres juristes, vous avez des contrats qui font 100 pages, il a écrit des choses très compliquées, ça, mais après on ne sait pas tellement ce qui va se passer. Alors qu'ici, avec mon smart contract, je sais que dès que j'introduis une pièce, eh bien, j'ai un café qui va arriver. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus, en tout cas, plus efficace. Donc c'est peut-être comme ça qu'on peut expliquer le recours qu'il a eu à cette expression de smart contract. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose de très trompeur pour les juristes, parce qu'en soi, ce n'est pas véritablement un contrat. En revanche, comme pour l'exemple de ces retards d'avion, eh bien, on se retrouve face à des mécanismes d'automatisation. Alors, ça peut être, par exemple, dès que j'ai reçu la livraison des marchandises, j'appuie sur une touche pour dire j'ai été livré, et là, pouf, le smart contract déclenche le transfert des fonds de manière très automatique. Et les assurances, par exemple, les grands assureurs mondiaux ont investi des sommes colossales pour pouvoir évaluer s'ils pourraient utiliser ce type de plateforme pour automatiser le règlement des sinistres. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'humain derrière qui épluche votre dossier. C'est étudié en matière d'accident de la circulation, par exemple. On n'a plus d'humain derrière pour éplucher votre dossier et dire « Ah oui, mais vous avez le droit, vous n'avez pas le droit ». Vous n'avez plus personne, vous avez juste une machine qui, dès que les conditions sont remplies, vous envoie les fonds. Alors, ça reste des programmes informatiques, et ça reste des programmes informatiques qui, pour l'instant, sont capables d'opérations qui sont relativement basiques. On dit qu'avec l'intelligence artificielle, justement, on va pouvoir introduire de l'intelligence artificielle dans les smart contracts, et donc avoir des smart contracts qui seront beaucoup plus sophistiqués. Par exemple, on pourrait avoir un smart contract qui est chargé de faire des paiements sur une base régulière, avec une clause qui dit bien l'on stoppe le virement en présence d'une inexécution grave. Et ce que l'on pense, c'est que d'ici quelques années, on aura des intelligences artificielles qui seront capables d'évaluer ce qu'est une inexécution grave. Et donc, on n'aura même plus besoin d'un humain pour venir dire ce que c'est qu'une inexécution grave. Et donc, quand il y aura un certain type d'inexécution, eh bien, pouf, on arrêtera d'envoyer les fonds, par exemple. Alors, peut-être que c'est ça qui va se produire. La grande difficulté pour nous, c'est de savoir ce qui se passe juridiquement ici. Ce sont des programmes informatiques, et moi, je fais partie, et je ne suis pas la seule, la plupart des juristes le soulignent, que ces programmes informatiques, tout à fait performants, certainement, mais que quand on définit, comme nous le faisons, le contrat par un accord de volonté, c'est quelque chose de tout à fait différent. Alors, bien évidemment, dans un certain nombre d'hypothèses, c'est le cas par exemple pour cette assurance AXA, on vous fait signer un contrat dans les règles de l'art, avec des clauses, avec des conditions générales, et puis à côté, le smart contract est mis en place. Et là, vous n'avez pas de difficulté à distinguer le contrat lui-même, qui est rédigé conformément au droit français, au droit de la consommation, etc., et puis le programme informatique qui permet à l'assurance de fonctionner. Mais il est vrai, et c'est très vrai sur les plateformes Ethereum, etc., qu'il y a énormément de services qui sont proposés, qui utilisent la technologie du smart contract, et dans lequel le smart contract est mis en place, et on vous demande de rien signer du tout. Tout ça fonctionne sur le tas. Vous avez décidé d'évoluer sur cette plateforme, vous avez envoyé vos bitcoins, etc., vous êtes réputé, ou vos Ethers, vous êtes réputé à accepter le fonctionnement du smart contract. Et donc à ce moment-là, on se trouve dans des hypothèses dans lesquelles ce que les Américains appellent le Code Only Smart Contract, c'est-à-dire que la seule chose qui atteste de votre accord ou de votre volonté, c'est finalement le programme, puisque vous y avez eu recours. Et donc du coup, c'est finalement lui qui fait foi de ce que vous acceptez. Et donc là, on a un problème, parce que même si en théorie, on va distinguer le programme informatique du smart contract, eh bien, c'est le code finalement qui va être l'expression de ce qui est convenu. Alors ça pose véritablement des difficultés. Vous avez des gens qui travaillent beaucoup sur ce parallèle que l'on peut faire entre des clauses contractuelles et de la programmation stricto sensu. On dit que
comme je l'ai dit, hein, la programmation va beaucoup évoluer. Elle évolue et elle va continuer à évoluer de manière à avoir des programmes qui sont beaucoup plus sophistiqués, qui pourront parfois répercuter des clauses contractuelles, hein, comme l'idée d'inexécution grave, mais restera le problème probatoire et le problème du respect des droits de la personne qui est en face. Quand vous avez un droit de la consommation comme le nôtre, qui est quand même assez protecteur, qui prévoit des obligations d'information, une faculté de rétractation, etc., est-ce que ce droit de la consommation, il est totalement adapté à cette technologie? Est-ce qu'il faudrait imaginer d'avoir des dispositions propres à l'automatisation que permet le smart contract? Alors tout ça pose énormément de difficultés. Les difficultés de preuve sont assez majeures, hein, parce qu'on a encore des problèmes avec l'identification, par exemple, hein, des personnes. Il faut quand même s'assurer que c'est bien telle personne qui a signé et pas telle autre, enfin, qui a accepté et pas telle autre. On a des difficultés qui tiennent, par exemple, à l'automaticité de ces smart contracts. Vous savez qu'en droit français, c'est un principe de base, hein, que par nous tous dissensus, on peut décider qu'on va modifier le contrat ou qu'on va l'interrompre. Or, le programme informatique, lui, il est conçu pour continuer à tourner. Et il tourne, et il tourne, et il tourne. Sauf si, dans la programmation elle-même, on a prévu l'éventualité qu'il arrête d'envoyer des fonds, qu'il arrête de fonctionner, etc. Donc tout ça suppose à chaque fois, si on veut vraiment être dans la licéité du contrat, hein, c'est-à-dire tenir compte des changements de circonstances, tenir compte de tout un tas l'exception d'inexécution, tout un tas de choses que nous connaissons, eh bien, ça veut dire qu'il faut que l'on améliore nos techniques de programmation, parce qu'en l'état, beaucoup de juristes disent « mais non, pas possible, on ne peut pas y arriver. Les techniques de programmation ne permettent pas de répercuter nos exigences légales. » Alors, est-ce que ces smart contracts vont devenir, je ne sais pas moi, des nouvelles institutions juridiques, une autre catégorie d'opérations, de transactions? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et la question peut se poser aussi avec ces organisations autonomes décentralisées, hein, qu'on appelle les DAO, Decentralized Autonomous Organizations, qui sont finalement des smart contracts qu'on combine. On les combine pour pouvoir permettre la naissance d'une organisation. L'une des premières DAO était globalement un fonds dans lequel on pouvait investir, hein. C'était une forme de fonds d'investissement, alors qui fonctionnait de manière automatisée. Donc vous aviez le droit d'investir de l'argent. Vous n'aviez aucune idée de qui étaient les autres personnes qui investissaient, hein. Tout était anonymisé. Vous aviez le droit de mettre 30 000 Ethers, hein, dans cette organisation. Et ensuite, il était prévu un mécanisme pour allouer les fonds à des projets jugés prometteurs. Donc il y avait un vote en ligne sur les projets présentés par les détenteurs de parts, hein, de cette DAO, par les investisseurs. Et donc le projet qui remportait les suffrages se voyait, pour le coup, automatiquement par un smart contract, transférer les fonds. Alors, première question, mais juridiquement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire qu'une organisation, tout le monde met de l'argent, on ne sait absolument pas qui sont les gens qui ont mis aussi de l'argent. On a un petit mode de fonctionnement qui précise que on va voter pour décider de financer tel ou tel projet. Qu'est-ce que c'est juridiquement? Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que The DAO, cette première DAO qui a été créée en 2016, elle mettait... il y avait un petit manuel d'explication, hein, de comment fonctionnait la plateforme, et on vous disait, tout ceci n'a aucune valeur juridique. La seule chose qui a une valeur juridique, c'est le code informatique, c'est le programme. C'était assez intéressant. Et donc, du coup, comme il y a eu très vite un problème, parce que cette DAO, elle a levé des millions, hein, je crois que ça en est arrivé très vite à quelque chose comme 150 millions de dollars, enfin, vraiment des sommes très importantes. Eh bien, il y a un petit malin qui a exploité le code informatique parce qu'il n'était pas très bien écrit et qui a réussi à détourner 50 millions. Et à partir de là, c'était très intéressant pour les juristes parce que tout le monde se disait, est-ce que cette affaire va se retrouver devant les tribunaux? Et avec toutes les questions que je viens d'évoquer, parce qu'on ne sait pas si ça doit arriver devant les tribunaux, devant quel tribunal? Devant quel tribunal? Quel est le droit applicable? Qu'est-ce que c'est juridiquement?
Alors, à l'époque, on a commencé à dire, tous les Américains, etc., ils ont utilisé la qualification de ce qu'ils appellent silent partnership, c'est-à-dire globalement ce qui est pour nous la société en participation. Et tout le monde est toujours resté à peu près d'accord sur cette qualification. En revanche, on n'est pas allé beaucoup plus loin finalement, parce que c'est très compliqué finalement de savoir ce qu'il aurait fallu faire dans cette hypothèse particulière où les sommes avaient été détournées. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, la question ne s'est pas du tout réglée au tribunal, puisque c'est Vitalik Buterin et la fondation Ethereum, parce que c'était une DAO développée sur Ethereum, qui ont pris l'initiative d'essayer de régler cette crise, parce que c'était un problème majeur ici d'avoir autant de fonds détournés aussi vite. Et ils ont dit, on va faire quelque chose que normalement on ne fait pas sur la blockchain, c'est qu'on va revenir sur les transactions qui ont été écrites. Et on a fait voter tous les détenteurs de jetons Ethereum, tous les détenteurs d'Ether, qui ont massivement, à plus de 90%, voté pour qu'on revienne sur les blocs. C'est-à-dire que les blocs qui avaient été ajoutés, on les a retranchés, on est revenu en arrière pour pouvoir revenir au moment juste avant que le fameux attacker arrive à détourner ses fonds. Alors ça a donné lieu à une véritable scission au sein de la plateforme Ethereum. Et il y a beaucoup de discussions, notamment entre les partisans de la plateforme Bitcoin et les partisans d'Ethereum, pour une raison simple, c'est que l'immutabilité, c'est un principe majeur de la blockchain. C'est la base. C'est la base parce que, je reviens à ce que je dis sur l'attaque à 51%, s'il y a des gens mal intentionnés qui peuvent écrire ou réécrire les transactions, à ce moment-là, c'est tout l'édifice de confiance qui s'écroule. Voilà, puis il y a un aspect, pour le coup, contractuel ici. On s'est mis d'accord pour que ça fonctionne comme ça. Est-ce qu'on va changer les règles du jeu de ça? Donc il y a eu un débat très intense sur ce point-là, mais ça a quand même permis de régler, en tout cas, la question de cette attaque. Alors, beaucoup de juristes regrettent qu'il n'y ait pas eu d'intervention judiciaire. Ça aurait probablement été assez fructueux intellectuellement. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que un certain nombre de personnes, alors c'est le cas de Primavera par exemple dans son livre, disent voilà, les DAO, il y a eu un incident au départ, mais elles existent, il va y en avoir de plus en plus, et surtout il va y en avoir de plus en plus sophistiquées grâce à l'intelligence artificielle qu'elles vont intégrer. Et on va avoir des fonds, c'est-à-dire des machines qui gèrent des crypto-monnaies, qui sont programmées pour les gérer, et donc qui sont finalement propriétaires. Alors c'est ce que dit quelqu'un comme Primavera. Elle est pas loin, oui, de le considérer. C'est-à-dire qu'on va avoir des machines qui sont propriétaires de fonds, qui gèrent ces fonds. Et donc l'étape suivante, c'est de dire ces machines ont une personnalité juridique, ou en tout cas un statut juridique qui va peut-être plus loin que celui qui est le leur aujourd'hui. Alors, il y a différents types de propositions, parce que certains vous diront, on est quand même dans quelque chose qui ressemble à un groupement. Donc, après tout, si on a des DAO qui fonctionnent, qui ont un mode de fonctionnement assez proche de celui d'une société, l'idée d'une personnalité juridique n'est pas si farfelue. Mais à ce moment-là, il faut que le mode de fonctionnement permette quand même des interventions humaines à ce moment-là. Or, c'est quand même pas ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une tendance à une automatisation de plus en plus approfondie de ce type d'organisation. Donc aujourd'hui, voilà, dans les auteurs qui écrivent sur ces questions, se pose toujours cette question du statut juridique de ce type d'organisation, et on en revient à des choses qui ont été dites en matière d'IA, sur ce qu'a dit le Parlement européen, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir admettre que des machines ou des organisations automatisées se possèdent elles-mêmes et gèrent des ressources. Alors Primavera, dans son livre, donne des exemples. Elle donne l'exemple de, par exemple, une ville dans laquelle il y a des véhicules autonomes, des voitures qui sont totalement autonomes et qui sont programmées pour aller elles-mêmes se ravitailler
On va supposer que ce sont des voitures électriques. Bon. Mais elles vont elles-mêmes se ravitailler quand elles en ont besoin. Et puis sinon, elles sont programmées pour prendre en charge des passagers, circuler dans les rues. Et du coup, eh bien, elles vont se ravitailler, se faire recharger en électricité. Et donc, elles virent elles-mêmes de leur propre mouvement, ces voitures, elles vont virer une somme en crypto-monnaie pour le ravitaillement en électricité, avant de repartir. Et ça, c'est ce qui est expliqué dans l'ouvrage de Primavera de Filippi, d'Aaron Wright. C'est finalement une réalité qui n'est pas si éloignée, qui est peut-être pas si éloignée. Alors quel est le statut juridique de ces machines, de ces voitures autonomes qui se promènent dans les rues et qui se ravitaillent elles-mêmes et qui disposent de crypto-monnaies pour le faire? Voilà, donc on a, et alors du coup ils imaginent tout un système, tout un écosystème, parce que bien évidemment la voiture elle facture ses passagers, c'est une sorte d'Uber automatisé. Donc on paye la voiture, on prend la voiture, on se fait transporter dans un endroit, on la paye avec son téléphone mobile en crypto-monnaie, la voiture récupère l'argent, et puis elle utilise cet argent, alors elle va tantôt au garage pour le contrôle technique, tantôt se faire recharger en électricité, etc. Et puis voilà, il n'y a pas d'humain. Toute la flotte fonctionne comme ça, c'est automatique. Donc, effectivement, peut-être qu'on pourrait se poser la question. Alors, quand Malte a légiféré sur la blockchain là, en juin dernier, et on s'est beaucoup demandé si Malte, parce qu'ils ont commencé à l'annoncer, ils ont dit oui, nous, on serait assez partant pour une personnalité juridique qui serait reconnue à certaines machines, notamment à certaines DAO. Finalement, ils ne sont pas allés jusque-là. Ils ont prévu une sorte de système d'agrément, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des organisations autonomes décentralisées pour lesquelles on va demander à l'autorité qui vient d'être créée à Malte, c'est le Malta Digital Innovation Authority, qui vont demander un agrément. Et donc, dans ces cas-là, ces organisations, elles seront immatriculées et elles seront labellisées dispositifs technologiquement innovants. Alors, ça ne fait quand même pas de la machine une personne juridique, parce qu'une fois que vous êtes immatriculé comme dispositif technologiquement innovant, il faut que vous donniez le nom de l'administrateur. Donc il y a quand même une personne physique bien réelle qui engage sa responsabilité là-dessus. Donc c'est pas vraiment une personnalité juridique autonome, mais bon, c'est un petit pas. C'est un petit pas. Voilà, à Singapour, on développe aussi des possibilités de créer des sociétés sur des blockchains. Et du coup, ces sociétés, alors il y en a à Singapour actuellement, et donc vous avez des sociétés qui sont créées en ligne sur des blockchains et qui ont la possibilité de lever des fonds. Et toute la gouvernance des sociétés est prévue en ligne. Voilà, donc ça c'est vraiment le bout du bout de ces évolutions dont on ne sait pas très bien si elles vont vraiment se produire, si on est face à un effet de mode, si on est en train de rêver, etc. Mais quand même, ça veut dire, je pense tôt ou tard, parce que l'exemple de l'ADO en 2016 et du hack est quand même assez éclairant, tôt ou tard, je pense quand même qu'on va voir arriver devant les tribunaux des questions de cette nature-là et qu'il faudra quand même donner des qualifications juridiques et des réponses en droit aux questions qu'elles suscitent. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Des tas de questions posées, notamment des questions qu'on a abordées la fois dernière sur la question de la personnalité juridique. Je me demande, moi c'est ma première question, c'est quel intérêt de reconnaître la personnalité juridique à une DAO, et quel intérêt? Parce que
l'intérêt de tout le droit de la responsabilité ou le droit des entreprises, c'est de rechercher, in fine, des personnes humaines. Absolument. Et de façon à atteindre un équilibre entre les droits et les devoirs. Entre les droits et les devoirs, ce qu'on disait la fois dernière, entre le bénéfice que l'on retire de son activité et la responsabilité qu'on a d'en indemniser les personnes qui pourraient possiblement en être victimes. C'est-à-dire que tout le droit, c'est vraiment la recherche d'un équilibre. Bon, voilà, tu vois comme... Alors, moi, je ne peux pas dire que je sois particulièrement favorable à cette perspective. Les deux principales raisons qui sont habituellement données en faveur de cette personnalité juridique, même je dirais trois. Première raison, le fait qu'il va exister un patrimoine, en tout cas des biens et notamment de l'argent, qui va être administré par ces machines. Et donc à partir du moment où ces machines ont la possibilité et la liberté de faire ce qu'elles veulent avec des fonds et de prendre des décisions, à ce moment-là, première raison, il faut leur donner la possibilité de prendre des décisions d'un point de vue juridiquement reconnu. Deuxième argument souvent donné, la question de la responsabilité, consistant à dire après tout, quand il y a un problème avec ces machines autonomes, c'est bien souvent en l'absence de toute faute d'une personne physique, d'une personne humaine, ou en tout cas on n'arrive pas à l'établir, et donc du coup, il est beaucoup plus simple, si l'on veut assurer une indemnisation, d'aller chercher dans ce qui serait le patrimoine de la machine. Bon. Et puis, dernière raison que j'ai vue aussi soutenue, c'est l'idée du contrat. C'est-à-dire que si aujourd'hui on prend des systèmes relativement simples, de l'Internet des objets, on va avoir, je ne sais pas moi, des équipements à nos domiciles qui seront programmés pour commander, je ne sais pas moi, des recharges de piles ou de café. Voilà, dès qu'il n'y en a plus, la machine automatiquement commande des capsules de café. Alors, on va vous dire ici, juridiquement, c'est assez simple. Vous avez programmé la machine pour commander le café, donc c'est vous derrière. Et donc, ce contrat, c'est vous, en tant que propriétaire de la machine qui a été programmée à cet effet, et l'entreprise qui vend le café. Là, on est sur quelque chose de très simple. Mais, vous dit-on, parce que c'est pas, je le disais, c'est pas quelque chose que je partage forcément, mais vous dit-on, à l'avenir, on va être face à des opérations infiniment plus sophistiquées que simplement commander des capsules de café parce qu'il n'y en a plus. Et on va avoir des machines qui vont véritablement conclure des transactions. Et on ne peut pas prendre le risque que ces transactions ne soient pas juridiquement reconnues parce qu'elles sont le fait d'une machine qui a choisi, qui a pris la décision, dans certaines circonstances, de transférer des fonds ou pas, etc. Et donc, et ça je l'ai lu, on vous dit, mais la seule solution dans ces conditions, c'est de considérer que cette machine qui prend des décisions, qui administre des fonds, eh bien, elle accomplit véritablement des actes juridiques. Voilà. Alors moi, il me semble que sur chacun de ces trois arguments, il y a quand même moyen de trouver des contre-arguments. Parce que dans les trois cas, il y a toujours une personne physique derrière, me semble-t-il. Et même dans l'exemple de cette flotte automobile avec des véhicules autonomes qui se ravitaillent tout seuls, la flotte, elle a bien été construite ou achetée par quelqu'un. Elle a bien un propriétaire. Donc, je partage le scepticisme largement partagé à ce que je vois. La machine est programmée par qui ? Alors la machine... C'est ça le problème. Alors, elle se programme elle-même. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'avec des systèmes intelligents, même très intelligents, vous avez déjà des machines qui sont programmées mais qui deviennent imprévisibles, puisqu'elles apprennent toutes seules, puisqu'elles évoluent dans le temps, et des machines qui écrivent elles-mêmes des programmes. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il est plus délicat de rendre quelqu'un responsable du fait d'une machine qui a tant d'autonomie, en fait. Oui.
moi, j'attends qu'on me montre une machine qui écrit son propre programme. Hein. J'entends parler de ça, mais je n'en ai jamais vu. Et qu'elle fournit Je ne sais pas de quoi on parle. Donc, c'est pas du tout pour... Oui, bien sûr. Hein, c'est juste qu'il ne faut pas confondre la science et la science-fiction. Il faut vraiment regarder de près ce qu'on entend par là. Parce que... Si je peux me permettre, alors c'est pas tout à fait créer son propre programme, mais typiquement la machine de Google qui a battu le champion du monde de Go a mis en œuvre des stratégies qu'aucun humain n'avait mis en œuvre jusque-là. Donc elle n'a pas pu reproduire quelque chose qui existait, mais elle s'est bien finalement autoprogrammée pour exécuter des stratégies qui n'avaient jamais été écrites par un humain. Moi, ça me convainc absolument pas. Elle Elle a été programmée pour pouvoir programmer elle-même. On parle bien de ça en fait, de programmer pour pouvoir programmer. Donc l'autoprogrammation est quelque chose qui scientifiquement, dans l'état de l'art, c'est encore au début, mais c'est effectivement quelque chose qui n'est pas de la science-fiction. Ouais, je ne trouve pas que ce soit un très bon argument. Hein. On a une très grande bibliothèque de stratégie. Bon, et puis effectivement, il se trouve qu'elle a plus le pouvoir de faire des combinaisons. Mais je ne vois pas en quoi ça, ce serait de la reprogrammation au sens propre. Ça n'est pas du même ordre. Ça n'est pas du même ordre. Mais qu'est-ce que c'est que la programmation? La programmation, c'est bien écrire un ensemble de règles qui fait que le dispositif applique ces règles. Oui, je suis d'accord. Le problème que l'on a à l'heure actuelle, c'est que c'est la machine qui va dégager elle-même son ensemble de règles. Et là, et oui, c'est... Non, mais c'est d'ailleurs très intéressant. Si vous regardez les erreurs, par exemple dans les reconnaissances d'images, vous vous rendez compte que les erreurs que fait la machine sont des erreurs que l'humain ne fait pas. La machine fait moins d'erreurs que l'humain, mais ce ne sont pas du tout les mêmes erreurs. Et pourquoi ce ne sont pas les mêmes erreurs? Parce qu'elle n'applique pas les mêmes règles. Et elle n'applique pas ce qui, disons, montre bien que ce ne sont pas des règles qui ont été imaginées par l'homme, qui sont en cours d'application quand elle reconnaît une image. C'est pas des règles, c'est de l'optimisation, c'est pas des règles. Ah ben, bon, on peut rentrer dans la sémantique. Ah, non, parce que pour un juriste, c'est un mot qu'on prononce pas impunément, on dirait, établir des règles. C'est le cœur du droit. Non, mais c'est très important comme débat. C'est pas des règles, c'est de l'optimisation. Si j'emploie les bons Des mots. instructions. Oui, ben, instruction est un terme qui est effectivement utilisé dans les programmes. Dans la reconnaissance des formes, c'est pas... Alors, excusez-moi, quand le processus qui est recherché, le processus qui, entre guillemets, régit l'ensemble, c'est effectivement que l'on se dit que on veut que la prédiction, reprenons le cas des images, que la prédiction sur une nouvelle image soit dans le nombre le plus élevé possible de cas, une identification exacte. C'est ça l'optimisation. Bon. Maintenant, comment à partir d'une image, je vais obtenir ce résultat? C'est bien par l'application d'un certain nombre de règles. Ce sont, je vais découper, on va prendre des trucs très simples, je vais découper mes pixels, l'ensemble du million de pixels que j'ai dans l'image, je vais les découper en carrés de 16 par 16. Je vais omettre deux carrés de 16 par 16 voisins s'il n'y a pas suffisamment de différence de luminosité, etc. Donc ça, c'est des vraies règles. Et ce qui, à moi, me pose problème, effectivement, comme vous le disiez, c'est que les règles que, in fine, dans le cas d'apprentissage profond, le dispositif va appliquer, ce sont des règles que je ne lui ai pas données
Et ce sont même des règles que j'ai le plus grand mal à lui faire expliciter. Ouais, ça, enfin, Alors, monsieur, je oui. suis assez d'accord avec ce qu'il a dit, mais c'est très bien expliqué, je ne saurais pas le faire aussi. Je suis l'INAIA pourtant, mais je ne suis pas. Non, j'avais juste une information et une question rapidement, parce que blockchain, c'est passionnant. C'est un peu comme les mathématiques, c'est un monde difficile à sonder, surtout pour les gens qui ne sont pas des spécialistes. Juste une information, c'est que lundi prochain, il y a une, je comment, enfin, de Paris Blockchain Summit, je crois que ça s'appelle, oui. C'est intéressant, c'est organisé au ministère des Finances, d'Espace. Alors il y a 3 tables rondes, après les interventions ministérielles ou avant. Les tables rondes qui est sur la blockchain apporter un changement radical dans l'ordre économique, avec des gens costauds, hein. Bon, en tout cas intéressant. Une deuxième sur les cryptoactifs, un nouveau moyen de financer l'économie, et une troisième sur quelles opportunités la blockchain apporter aux entreprises et aux citoyens. Et je pense que c'est encore possible de s'inscrire, c'est pour ça que j'en parle, parce que s'il y a des gens qui sont intéressés, je peux leur donner les indications. Donc j'en viens à ma question. Moi j'aime bien cette idée d'un ordre sans droit, j'aime bien, c'est suffisant. Évidemment, on a l'impression que du coup c'est peut-être une zone de non-droit. Du coup c'est assez inquiétant et c'est un peu un acte de foi. Et quand on regarde les applications de la blockchain, c'est pour l'instant essentiellement la monnaie, les contrats, etc. Jusqu'ici, la monnaie et les contrats, c'est basé sur la confiance. Là, je me pose la question de savoir quels sont les éléments constitutifs de la blockchain qui puissent inspirer la confiance nécessaire pour que les gens investissent là-dedans. Je pense que les gens qui investissent dans les crypto-monnaies, il y en a un nombre assez limité pour l'instant. En plus, j'ai l'impression que la valeur de Bitcoin, par exemple, est tellement énorme, tellement fluctuante, bien sûr, mais aussi quand même assez conséquente, donc moi je dirais un peu reculant. En tout cas, voilà, est-ce qu'on peut exprimer, peut-être pas juridiquement, mais les éléments constitutifs de la confiance dans la blockchain, puisqu'elle est basée sur quelque chose de décentralisé et qui ne permet pas, je dirais, d'identifier des gens ou même de pointer des responsabilités. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est un des concepts sur lesquels les gens travaillent? Ou est-ce que c'est un peu trop, enfin c'est un peu intellectuel? Oui, si vous voulez, le mécanisme imaginé par Nakamoto, que je vous ai décrit très rapidement, hein, c'est-à-dire d'un réseau distribué avec une mise à jour du registre qui est réalisée dans certaines conditions, hein, c'est considéré comme un système extrêmement sûr. Aujourd'hui, la plupart des gens... Ça, je le crois. J'imagine, sinon ça aurait foiré depuis longtemps, et on ne parlerait même plus. Donc la sûreté du système, ça je veux bien le croire. Et comment on croit justement possible que ce système est sûr? C'est ça la difficulté. Sûr techniquement? Oui, techniquement, et qui vous permet de vous engager, même si vous n'avez pas d'éléments un peu plus actuels. C'est un peu comme la religion. Oui, il y a un acte de foi. Il y a un acte de foi. Mais c'est un acte de foi, ça relève de la psychologie et... Non, je pense que c'est un acte scientifique aussi. Alors, il y a plusieurs réponses, et puis je vais lui apprendre à dire, ajouter quelque chose. Alors, Florence. Oui, moi, d'un point de vue technique, c'est quand même une technologie, en tout cas pour la plateforme Bitcoin. Beaucoup vous diront, la plateforme Bitcoin, aujourd'hui, elle n'a jamais été elle-même hackée. Là où il y a des hacks et des escroqueries, etc., c'est à la périphérie, notamment au niveau de ce qu'on appelle les exchanges, etc. C'est-à-dire quand on sort de la plateforme. Voilà, donc beaucoup y croient parce que la technologie les convainc. Jusqu'au jour où le minage se fait avec du calcul quantique et un ordinateur quantique. Alors, voilà. Dégage tout le reste, c'est ça. Absolument. Vous avez pris le contrôle de la blockchain. Ouais. C'est un problème. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, parce que c'est l'évolution dans le régime de confiance. C'est-à-dire que les gens dans les ICOs, ils préfèrent, ils ont plus confiance dans une formule mathématique que dans l'interconnaissance ou dans leur connaissance de l'économie. C'est comme ça. Alors, je pense peut-être qu'un des fondements, c'est ce que vous avez en fait introduit, c'est-à-dire vous êtes reparti du manifeste crypto-anarchiste, et donc un des fondements de la confiance, je crois, en fait, dans notamment le Bitcoin, c'est la défiance. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Absolument. Tout à fait. Je pense que le deuxième point, c'est intéressant ça. L'effet réseau,
C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un effet réseau. Alors, ça s'apparente effectivement à ce que certains appellent des pyramides de Ponzi. Hein. C'est-à-dire que j'en ai, donc j'en revends, donc on rachète, donc les cours montent, etc. Ça, c'est le deuxième effet. Mais le premier effet, je pense que c'est le point fondateur qui est la défiance par rapport à la nouveauté centralisée. Intéressant, ça. Oui. Alors, il y a plusieurs. Vous, madame, vous avez demandé la parole d'abord, ensuite Jean, ensuite toi. Oui. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la responsabilité juridique, les machines en question, même si elles sont autonomes, elles appartiennent bien à quelqu'un, à une société ou à quelqu'un. Oui. Donc pourquoi est-ce que c'est pas le quelqu'un ou la société en question qui est considéré comme juridiquement responsable? C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je suis totalement frappé par la désintégration sociale que représente la mise en œuvre de toutes ces machines. On a l'impression que l'humain, il va se promener ailleurs et que tout seul, il va prendre une voiture, enfin bon, il a plus de responsabilité, plus d'existence propre. Alors, je suis assez frappé. Je me demande, les gens qui conçoivent ce genre de machine, ce genre de système, comment ils voient l'humain là-dedans. Bon. Et la troisième chose, c'est, vous avez, alors je ne sais pas si c'est une question pertinente, mais vous avez dit au début que tous ces systèmes reposaient sur la cryptologie. Or, si ces systèmes reposent sur la cryptologie, on sait bien que un système cryptologique n'est sûr que jusqu'au moment où il n'a pas été cassé. Donc on passe son temps à inventer des systèmes crypto de plus en plus sûrs avec des hackers de plus en plus performants. Et donc il n'y a aucune raison pour que ces systèmes-là soient aussi sûrs que vous le dites dans votre exposé, parce que c'est cassé régulièrement par des systèmes de plus en plus puissants qui cassent, et on arrive à une société qui, soi-disant, est pensée de manière libertarienne, anarchique, tout ce que vous voulez, et on arrive à des systèmes complètement paranoïaques, où on passe son temps à inventer des codes pour protéger, pour sécuriser. Enfin, je trouve ça complètement fou, pour ce qui me concerne. Tu veux dire quelque chose que et contradictoire avec tout ce qu'on prétend. Oui, bon, je suis pas du tout une spécialiste de cryptographie, hein, je suis juriste, donc je sais qu'il y a beaucoup de discussions. Hein. C'est un domaine qui évolue beaucoup et dans lequel il y a des débats qui sont intenses. Je sais pas, on a tous grandi, on a tous des paires de clés pour rentrer chez nous. Ça nous est peut-être tous arrivé de nous faire voler nos clés ou de les perdre. Est-ce qu'on va pas arriver à des systèmes où justement les choses seront peut-être plus simples et plus sûres que simplement ce système de clés qu'on peut se faire voler ou qu'on perd? Ça ne se passe pas au niveau d'individus, ça se passe au niveau de société tout entière. Alors je suis d'accord avec vous. Un système, c'est pas seulement l'individu qui peut plus rentrer chez lui, c'est une catastrophe bien plus grande quand même. Moi, je suis partagée. Moi, je suis très, enfin, ça doit se voir. Hein, je suis très fascinée par la technologie. Hein, donc, je me pose cette question. Je pense souvent à, vous savez, cet épisode des Ludites. Vous savez, au 19e siècle, quand les couturières allaient détruire ces nouveaux ateliers dans lesquels il y avait des machines. Il y avait des machines à coudre et pour 10 ouvrières, on avait plus. J'ai un peu lu là-dessus, mais j'ai vu que c'était beaucoup des femmes. Je sais pas, mais bref, tout ça pour dire que vous aviez de nouveau des machines qui remplaçaient globalement 10 ouvrières par une seule, qui utilisaient, etc. Et je me demande si on est aujourd'hui dans le même type de problématique ou si on est en train de vivre un changement qui est beaucoup plus profond qui vraiment pose des questions qui vont très au-delà de ce qu'on a pu vivre au 19e siècle, par exemple. Mais, alors, il y a des gens qui ont demandé la parole d'abord, mais j'intercale. Je pense que ça pose un problème profondément juridique, peut-être philosophique, qui est la différence entre le fait et le droit. C'est-à-dire que la technique est l'ordre du fait. Mais le droit et le droit de la responsabilité et la causalité n'est pas une question de fait, c'est une question de droit. C'est un jugement de valeur, c'est pas un jugement de fait. Donc, moi je raisonne, je prends la théorie de Stark dans les droits de la responsabilité. Je continue, et c'est marrant parce que la théorie de Stark n'a pas tellement prospéré quand elle a été émise, mais je la trouve très pertinente aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit la responsabilité doit être vue du point de vue de l'intérêt économique de celui qui met un produit sur le marché. Et là, on raisonne comme si l'économie n'existait plus.
c'est l'intelligence artificielle, elle a été fabriquée par des gens qui en tirent un intérêt. Donc, quand elles ont des bénéfices, donc elles ont tiré des bénéfices, elles en supportent la responsabilité. Et il y a dans le droit, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, madame, sur le fait du rapport humain. Les juristes sont chargés d'organiser les rapports entre les hommes. Et on peut reprendre toute l'histoire du droit. Ça a toujours été une manière, comment on ramène des tas de choses naturelles et du fait, à des rapports entre les hommes, en disant ton patrimoine va être imputé pour assurer ce que tu as le préjudice porté au patrimoine de quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas abouti du tout ce que je dis, mais tu vois, je pense que ça nous invite, nous autres juristes, et en dialogue permanent avec les informaticiens et les mathématiciens, à repenser ce rapport entre droit de fait. Moi, je ne peux pas imaginer que l'intelligence artificielle, ça profite à qui? Qui en tire un bénéfice en argent? C'est bien une société. Et alors aujourd'hui, on est dans une sorte de mystification. On dit Google, machin. Il y a donc celui qui en tire. Et c'est très important que ça soit in fine une personne physique ou une personne physique ou morale, mais un acteur politique qui réponde de ce qu'il est, de son action dans l'espace public. Voilà. Donc, mais Jean, ensuite, madame et monsieur. Oui, vas-y, Jean. Oui, je voudrais réagir sur deux choses qui ont été dites quand vous avez parlé du rapport confiance-défiance. Ça me paraît effectivement très intéressant de le faire remarquer. Je me rappelle, on en a discuté sur le cas de la justice. Une justice qui serait totalement automatisée, est-ce qu'elle serait reconnue en tant que justice par les justiciables? C'est évidemment ça le problème. Il ne s'agit pas simplement de savoir qui a raison, et dans un conflit, et que ce soit traité de façon objective. Il faut que effectivement les gens puissent se dire, ah ben oui, j'ai été reconnu dans ma plainte ou dans quoi que ce soit. Donc il y a un problème de reconnaissance qui n'est pas un problème technique, qui est tout autre qu'un problème technique. Et ça rejoint le débat qu'on avait à l'instant sur la notion de règle, à mon avis. Parce que quand on dit règle, et je pense que Marie-Jo, c'est ça que tu voulais dire, on parle normativité. Dans le cas des réseaux de neurones, on ne parle pas de normativité. On parle d'autre chose, on parle de physique, on parle de faits. Et je fais une expérience de pensée. Il y a un bon réseau de neurones qui fonctionne bien pour la reconnaissance d'images. Si on confond l'optimisation qu'il fait et la règle, alors c'est lui qui va me dire quand est-ce que je vois un chien et quand est-ce que je ne le vois pas. Et vous voyez bien qu'il y a une absurdité là-dedans. C'est moi qui dois décider devant une image de chien, si c'est un chien ou pas. C'est pas la machine qui va me dire normativement, tu te trompes, tu dois voir un chien. Ça, c'est pas possible. Parce que là, on ne comprend pas ce que c'est que la règle. Tout à fait. C'est pour ça que cette question ce mot est très intéressant. Et on est au cœur de notre sujet droit mathématique. C'est que, effectivement, pour un juriste, la règle, c'est de la normativité. Et la normativité a cette dimension humaine, politique, et dans lequel l'humain et le non-humain sont intimement liés. Et l'idée que une chose est une réitération informatique ou autre chose est une décision qui a une part de reconnaissance humaine. Alors, on est dans une phase de redéfinition de tout ça, mais dire que l'intelligence artificielle fait ses propres règles, ce ne sont pas des règles. Ça ne peut pas être des règles, ça ne peut pas être normatif. Autre chose. Peut-être pas des règles, mais un jour, peut-être ça sera reconnu comme tel. Mais non, parce que c'est politique, c'est à nous de reconnaître ce qui est une règle. Je ne dis pas que ça sera avec raison. Oui, non, mais ça se terminera. Oui, mais ça veut dire que vous imaginez ça veut dire que le monde n'est plus un monde social ou politique. On vit dans un monde social et politique qui fait que quand la machine fera quelque chose qui ne conviendra pas à ses utilisateurs, il y aura des réactions, il y aura de la violence, il y aura ce que vous voulez, et à ce moment-là, la justice interviendra. Quand les juges interviennent, c'est parce qu'il y a de la violence. Et la violence, c'est le grand non-dit de l'IA. L'IA, on est dans un monde qui est... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est déshumanisé ab initio. Je peux vous dire, moi, mon expérience de juge, c'est que malheureusement...